Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de ce contre-la-montre. On est un petit peu en retard au niveau du programme. On va revenir sur sur ce fameux contre-la-montre, ce premier moment de vérité de ce Dauphiné avant le week-end, qui est toujours un moment prépondérable pour des modifications au niveau du classement général, notamment vendredi, samedi, dimanche. On sait que sur le Dauphiné, c'est surtout le dernier week-end qui compte. Mais là, on avait un contre-la-montre, alors qui était différent du contre-la-montre qu'on aura sur le premier H1 Tour de France. C'est-à-dire qu'on avait 31 km, mais un peu moins dur. Sur le prochain Tour de France, on aura une grande montée sur le contre-la-montre, même s'il fera 10 km de moins. Je pense qu'on sera peut-être même sur un temps un peu plus long. Du côté du prochain Tour de France, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. Vous voyez déjà les chronos sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des vidéos quand elles sortent. Vous avez les notifications et vous pouvez également faire un super thanks si vous voulez soutenir la chaîne. Vous pouvez aller voir également PS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Deezer, Amazon, Google et Spotify. Et puis vous pouvez aller voir TikTok, même si en ce moment c'est très calme sur TikTok. On commence tout de suite avec cette étape du Dauphiné. Étape qui n'était pas évidente avec ce contre-la-montre, avec une première partie en bosse. On avait 4-5 premiers kilomètres en bosse, ensuite ça redescendait. On atteignait notamment du 85, 86, 87 km/h pour les plus grands gabarits. Puis ensuite, une dernière partie de contre-la-montre où on était en prise. C'était pas des grosses pentes. Et puis un dernier kilomètre qui était vraiment pas évident, où pas mal de coureurs ont pas mal explosé. Et là, ce petit jeu-là, c'est quand même un petit peu une surprise. Alors c'est un Danois qui s'impose, mais c'est pas forcément le Danois auquel on pensait. C'est Mikkel Berg, le coureur de UAE qui s'est imposé, mais qui a été assez régulier pendant tout ce contre-la-montre. Là, j'ai les intermédiaires. Ça fait partie des coureurs qui ne sont pas partis trop vite. Vous voyez, à 20 secondes au premier intermédiaire. Et puis ensuite, il est passé dans le même temps que Cavagna et donc devant Vingegaard pour finir plus fort que Vingegaard. Et là, c'est un petit peu une surprise qu'il finisse plus fort que Vingegaard. Mais ça montre aussi que Mikkel Berg a pris énormément de caisse pendant l'hiver. Ça fait partie des coureurs qui ont pas mal progressé pendant cet hiver. Il a vraiment passé un cap. Je rappelle, Mikkel Berg, il était très fort dans les rangs juniors espoirs. Et puis, bon, quand il avait atteint le rang des professionnels, le rang élite, il avait un peu, pas disparu, mais il était moins efficace sur les contre-la-montre. Il était moins efficient sur les contre-la-montre. Et là, on a retrouvé le Mikkel Berg qui était dominateur dans les rangs juniors espoirs. Le mec fracassait tout le monde sur le contre-la-montre. Et malgré le fait que le terrain ne lui était pas favorable, il a été très très bon parce qu'il a mieux géré l'effort que certains de ses adversaires. Et puis encore une fois, une grande phase de progression pendant l'hiver qui l'a fait énormément améliorer. On revient sur Vingegaard, deuxième. Alors, il prend du temps sur tous ses adversaires. Le premier adversaire en montagne, c'est Ben O'Connor, qui finit 30 secondes derrière lui. Donc c'est plutôt pas mal du côté de Vingegaard, mais il n'a quand même pas gagné ce contre-la-montre qui était pourtant sur un parcours vallonné. On le voyait plutôt dominateur. Ça montre que Vingegaard, il n'est pas encore à 100% de ses capacités physiques. C'est presque rassurant qu'il ne gagne pas. S'il avait collé 30 secondes à tout le monde, ça aurait presque été inquiétant. On serait dit, est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt? C'est toujours la question avec le Dauphiné. On est encore à un mois des échéances du Tour de France, des étapes importantes du Tour de France presque. Donc c'est sûr que être en forme trop tôt, c'est pas forcément bien. Le Dauphiné, il faut savoir être en forme, suffisamment en forme, mais pas trop tôt, pour pas non plus s'exposer à une troisième semaine compliquée. Et là, Vingegaard, il a montré vraiment des très très bonnes choses dans ce contre-la-montre, mais il est parti. Alors, il a peut-être eu peur de ne pas tenir dans le final, donc il a décidé de vraiment énormément relâcher après le premier intermédiaire, après le passage dans mars. Il a vraiment beaucoup relâché quand même, je trouve, son effort, parce qu'il se retrouve même, il perd quand même 20 secondes sur Berg, il perd aussi du temps sur Cavagna, il perd 12 secondes sur Cavagna, donc il a vraiment fait un deuxième intermédiaire moins bien que ces coureurs-là. Et puis le problème, c'est que c'est pas facile d'en remettre
ensuite. Autant Berg, il est parti prudemment et il a réussi ensuite à retrouver du rythme au fur et à mesure. Autant pour Vingegaard, il est parti fort, il a relâché, il a essayé d'en remettre, mais ça a été impossible pour lui d'en remettre. Donc il finit avec ses 12 secondes. Et quand on regarde, bon, il y a Cavagna qui perd du temps, qui perd 26 secondes, mais qui a du mal à finir. Mais si on compare à Ben O'Connor, Ben O'Connor perd 10 secondes. Donc il perd quasiment rien. L'écart qu'on a entre O'Connor et Vingegaard, c'est quasiment l'écart qu'on a au sommet. Donc voilà, il n'a pas réussi, je pense, à en remettre. Il souhaitait en remettre dans la dernière difficulté, mais il n'a pas réussi à rechanger une nouvelle fois de rythme. Donc ça a été le souci pour le coureur danois. Cavagna, troisième à 27 secondes. Performance intéressante. Pour moi, il a sa place, Cavagna. Voilà. Il a sa place, c'est un coureur qui est toujours un petit peu en dessous des top coureurs de contre-la-montre. Là, l'effort était quand même long aussi. Là, on était sur du 37 minutes 30. C'était peut-être une chouille trop long pour lui, pour Rémi Cavagna. Il aime les efforts, alors pas non plus ultra courts, comme les efforts de poursuiteur, mais il aurait peut-être aimé plutôt 30 minutes d'effort. Voilà, qu'on lui enlève 5-6 minutes d'effort, Rémi Cavagna, parce qu'il perd quand même pas mal de temps dans le dernier intermédiaire. Donc, ce qui montre bien qu'il a souffert sur la fin de parcours. On poursuit avec Fred White. Ça, c'est une belle surprise, Fred White. 34 secondes aujourd'hui pour le coureur britannique. Alors, on sait que c'est un bon coureur, sprinter puncher, qu'il a des qualités également sur les classiques flandriennes. Par contre, il tournait autour un peu sur les étapes de sprint, mais un petit peu en deuxième rideau, c'est-à-dire qu'il faisait 7 ou 8 de tous les sprints auxquels il avait... il était un peu en dessous sur les sprints de ce Dauphiné. Et là, il fait un bon chrono, 34 secondes, c'est vraiment bien pour le coureur britannique. Peut-être qu'il a travaillé un peu ce domaine-là. Peut-être qu'il avait coché cette étape, parce qu'au final, c'est vrai que c'était un parcours qui pouvait lui convenir, mais il s'en est vraiment bien sorti. Fred White. Derrière Ben O'Connor, c'est le meilleur des autres grimpeur, Ben O'Connor. Alors, moi je pense qu'il fait quand même un bon chrono parce qu'il perd qu'une seconde au kilomètre par rapport à Vingegaard. Le chrono faisait 31 km, il perd 31, un peu plus de 31 secondes. Bon, voilà, il perd 29 même précisément, c'est à peu près une seconde du kilomètre pour O'Connor. Pour moi, c'est un bon chrono de Ben O'Connor. C'est vraiment une belle performance. Il prend une option pour le podium sur ce Dauphiné. Lui qui avait été quand même plus discret que l'année dernière, en ce début de saison. Moins performant, on l'avait moins vu, Ben O'Connor. Je trouve que là, il a plutôt réussi une belle perf. Donc bien, cette 5e place de l'Australien. Derrière Grossschartner. Toujours là, Grossschartner. Puis là, il est présent. Il est présent depuis le début de saison. Il fait son passage chez UAE se fonctionne bien. Il court peut-être moins que quand il était chez Bora. Et ça a l'air de bien lui convenir. 7e, Ergots, encore une fois le Belge, Rune Ergots, qui, en montagne, ça risque d'être quand même compliqué pour lui, mais au niveau du maillot blanc, il est 3e du maillot blanc à 50 secondes. Le top 10 possible, je ne sais pas, top 15 peut-être pour ce maillot blanc, mais top 10 il faudra voir. Et surtout, encore un bon chrono, 54 secondes. Pour un mec qui a fait quand même un sacré numéro lors de la première étape où il était en échappée, il a fait des efforts. Moi je trouve que c'est vraiment bien de finir 7e. Je ne sais pas s'il avait été performant sur d'autres contre-la-montre. Bon, il avait fini 8e, oui, du prologue du Tour de Norvège qui était un chrono en bosse. Donc 10e, oui, du contre-la-montre du Tour de l'Algarve où il y avait pas mal de coureurs à la Goa. Donc si c'est un exercice où il n'est pas mauvais, le coureur belge. Donc voilà, belle performance de la part de Rune Ergots. Adam Yates, 8e. Adam Yates, il est toujours là sur les chronos. Normalement, ça fait partie des bons coureurs de montagne sur les chronos. Voilà. Bon, après, il y aura peut-être une bagarre avec Grossschartner pour savoir
qui aura le leadership, parce que c'est vrai que pour le moment, Großschartner est à 44 secondes, Adam Yates à 57, mais techniquement en haute montagne, Adam Yates sera meilleur que Großschartner. Oliveira, 9, c'est un peu comme Cavagna, il est à sa place. Hein. Nelson Oliveira, ça fait partie des bons coureurs de contre-la-montre, pas suffisamment bon pour aller chercher vraiment la gagne sur les top chronos, mais qui est toujours présent, toujours au rendez-vous. Castroviro 10e, bon là c'est pas mal. Daniel Felipe Martinez, alors on pourrait presque dire légère déception parce que lui aussi il a eu du mal à finir. Hein. Il a eu du mal à finir. Oui, parce qu'il finit qu'à 7 secondes au deuxième intermédiaire et il se prend 1 minute dans la montée finale. Alors que pourtant, c'est le type de montée où il n'est pas mauvais, Daniel Felipe Martinez. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même rassurant ce qu'a fait Daniel Felipe Martinez par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de saison. Lors du contre-la-montre des championnats de Colombie, il n'avait quand même pas été foufou. Du souvenir que j'ai des résultats de ce contre-la-montre du championnat de Colombie en début de saison. Voilà, il était un petit peu en manque de résultats quand même, Martinez, hein, assez absent depuis le début de saison, à part du côté du Tour de l'Algarve où il avait fait déjà un bon chrono. Mais là encore, hein, 12 secondes, 7 secondes au deuxième inter, donc c'est vraiment bien ce qu'il fait par rapport au premier intermédiaire. 1 minute à la fin de perdu, là c'est un peu plus incompréhensible de la part de Martinez qui s'est vraiment écroulé sur la fin de ce contre-la-montre. Surtout que bon, c'est Berg en face. C'est pas non plus un puncher, hein, Michael Berg, donc c'est pas un très bon résultat. Enfin, c'est un résultat où il y a des choses des éléments qui sont rassurants, mais en boss, ça a l'air d'être compliqué. Jane Lay 13, un bon chrono, parce que 1,08 pour moi, pour Jane Lay, ça va vraiment très bien. Devant Julien Alaphilippe qui a dit qu'il avait souffert d'un coup de chaud. Alors ça est compréhensible aussi, parce que hier il faisait donc 27 degrés. On est sur les premières chaleurs de l'année. C'est vrai que c'est assez rare du côté du cyclisme, mais on a connu des fois les premières chaleurs dès les classiques flandriennes où à Paris-Roubaix il faisait parfois 30 degrés. Là, c'est vrai que depuis le début de saison, on a eu très peu de journées avec un petit peu de chaleur. Et forcément pour les coureurs, les changements de température, le choc de température comme ça peut être un peu compliqué à gérer. Ça a été le cas pour Julien Alaphilippe, voilà, donc, qui a souffert sur la fin de ce contre-la-montre. C'est dommage parce qu'il faisait plutôt une performance très sérieuse. 30 secondes après le premier intermédiaire, 38 après le deuxième. Mais il a vraiment souffert sur la fin de ce contre-la-montre. Ça montre aussi qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Jack Haig à 1,15, c'est plutôt bien aussi parce qu'il a quand même connu un Giro compliqué. Donc ça lui permet de se refaire la cerise. Matteo Jorgensen, 1,37 quand on sait les chutes qu'il a subies. Jorgensen, il a été énormément râpé. Alors certes, normalement sur le contre-la-montre, Jorgensen, il est un peu meilleur que ça. Mais vu les chutes qu'il a subies, c'est pas si mal que ça quand même pour Jorgensen. De la Cruz 19, bon Christophe Laporte. C'est vrai que sur le contre-la-montre, par rapport à ce qu'il faisait chez Cofidis, il a régressé, je pense, sur le contre-la-montre. Chez Cofidis, il était capable vraiment de faire des très très bons contre-la-montre, mais je pense qu'il s'est concentré sur les classiques, sur le sprint aussi, et forcément, tu peux pas tout faire non plus du côté de Christophe Laporte. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois. Paris-Nice aussi, il n'avait pas fait un super contre-la-montre. Voilà, je pense que c'est plus forcément son objectif, les contre-la-montre. On regarde ensuite Carlos Rodriguez, 2 minutes. Bon, ça commence à faire un petit peu 2 minutes de perdu pour Rodriguez, mais c'est pas forcément un spécialiste du chrono. Et puis, on sait que lui, son objectif, c'est presque plus la Vuelta que le Tour de France. Il va se servir du Tour de France en tant qu'équipier, mais peut-être pas forcément en tant que leader. Carlos Rodriguez, ça sera le leader, je pense, pour moi, d'Ineos sur la prochaine Vuelta, avec peut-être un Geraint Thomas ou peut-être un Gauguenart également sur cette Vuelta. On poursuit, on descend un petit peu dans le classement. Torsten Traim 26, on a Pierre Latour 28 derrière Benjamin Thomas. Bon, 2 minutes sur 30 bornes, ça fait quand même beaucoup. Après, comme je le dis souvent, Benjamin Thomas, il n'est pas au top de sa forme. Pour l'instant, il n'arrive pas à être au niveau qu'il était l'année dernière. Et Pierre Latour,
c'est un peu beaucoup quand même par rapport à d'habitude, parce que c'est vrai que Pierre Latour, on l'avait connu parfois un peu plus fringant sur les contre-la-montre. Mentis, 30e à 2,08, bah, il est capable de faire des bons chronos. C'est rare, ça arrive une fois dans l'année qu'il nous surprenne sur un chrono. Bah, là, ça a été le cas, donc ça ne sera pas le cas une nouvelle fois lors du Tour de France. Mais voilà, 2,08. C'est quand même un peu rassurance pour Mentis parce qu'il était un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Et je pense que c'est vrai qu'on attendait de lui un peu mieux chez Intermarché. Maïka, 32e. David Gaudu, 34e à 2,22. Alors lui, il a dit que c'était une contre-performance. Chez Groupama, ils ont tous dit on n'est pas encore au top de notre forme. Voilà. Chez Groupama, ils sont arrivés en déficit encore de forme du côté de l'équipe française. Donc 2,22, je pense qu'il s'attendait à tourner autour d'une 50. Voilà, c'est là où il est déçu parce qu'il s'attendait plutôt à être au niveau de Christophe Laporte ou de Sean Quinn et il s'attendait à être une chouille mieux. Donc voilà, mais quand vous n'êtes pas encore au top de votre forme, eh bien parfois vous avez des sensations un peu troublantes au niveau physique et je pense que c'est ce qui s'est passé pour David Gaudu. Guillaume Martin par contre 2,25. Pour du Guillaume Martin, c'est plutôt un bon chrono parce qu'il aurait plutôt été fait partie des coureurs qui auraient plutôt perdu 3 minutes 20, 3 minutes 30 sur un chrono comme ça. Donc il est à moins d'une minute par tranche de 10 km. Donc c'est vraiment bien pour Guillaume Martin. Chavez 37. Tobias Haaland, Johannessen 2 minutes 32. Egan Bernal 2,37. Mais ça peut se comprendre cette mauvaise performance d'Egan Bernal par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. Je rappelle qu'il a eu une chute sur un vélo de chrono, donc peut-être encore une appréhension au niveau mental, surtout qu'il n'a pas fait beaucoup de chrono depuis son retour, Egan Bernal, donc peut-être encore un petit peu d'appréhension par rapport à sa chute. J'avais oublié de dire également du côté de David Gaudu, il est parti quand même très très fort Gaudu, et je trouve qu'il est parti en plus, sa position sur le vélo, elle m'intrigue toujours parce que là il était en bec de selle, dès le départ quasiment du chrono, alors qu'on sait que sur un chrono il faut plutôt mieux être assis au fond de la selle, voilà, assis confortablement. Et je trouve qu'il est très haut sur son vélo. C'est un petit gabarit, Gaudu. Pour un petit gabarit, je trouve qu'il n'est pas très compact sur le vélo. Il y aurait des progrès à faire au niveau de la position. Carapaz, 2,39. Bon, ça n'a jamais été un spécialiste du contre-la-montre, donc c'est pas une surprise non plus. Ciccone, bah, le problème de Ciccone, c'est qu'il avait prévu plutôt de faire le Giro cette année. Voilà, qui partait des Abruzzes, qui partait à côté de chez lui, et il se retrouve à faire le Tour de France. Donc au niveau pic de forme, ça risque d'être compliqué. Nanda, bon, bah, pas incroyable, il finit à 2,49, mais là aussi, hein, c'est pas forcément sa spécialité. Mauvais chrono d'Henrik Mas, très mauvais chrono par contre, 3 minutes de perdu. On aurait pu s'attendre à mieux de la part de l'Espagnol. C'est, je pense, le coureur qui fait une contre-performance, mais il semble pas incroyable sur ce tour du Dauphiné, sur ce Dauphiné, par rapport à ce qu'il avait fait, notamment en début de saison. Je le trouve un peu moins bien. Et puis Juan Pedro Lopez, 62e à 3,25. Bon, ouais, l'Espagnol aussi, c'est pas sa spécialité, le contre-la-montre. Et tout le monde est rentré dans les délais, sauf qu'on a perdu 2 coureurs quand même sur un chrono, c'est assez rare. Ben Turner et Geoffrey Bouchard qui est tombé. On essaiera d'avoir des informations supplémentaires. Je ne sais pas même si on a eu peut-être Bouchard. Je regarde tout de suite si on a eu des informations supplémentaires. Fracture d'une côte pour Geoffrey Bouchard. On va voir s'il pourra faire le Tour de France de Geoffrey Bouchard, parce que des fois, les côtes, ça demande un petit peu de temps pour se stabiliser. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de ce contre-la-montre. Bon, je ne vous parle pas de l'étape d'après parce qu'elle est déjà quasiment en cours. Là, j'enregistre, il est 15h de l'après-midi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve demain pour faire le débrief de l'étape numéro 5. Allez, ciao, ciao sur la Planète Production.